Ah, c'est ma soeur. Allô, Claire? Okay. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous accueillir au Muséoparc pour la Journée internationale des femmes. Alors, aujourd'hui, cette année, le thème de la Journée internationale des femmes, selon les Nations unies, c'est Breaking the Bias, l'égalité aujourd'hui pour pour un avenir durable. Alors, j'aime mieux emprunter le thème anglophone qui est Break the Bias parce que notre invitée aujourd'hui, vous allez le voir, elle a brisé toutes les barrières. Elle a été une femme extraordinaire. Alors, avant de débuter, je vais vous dire que j'aimerais que vous mettiez vos écrans en silence. Et puis, la conférence va être enregistrée et qu'elle sera disponible sur notre chaîne YouTube et notre site web pour consultation ultérieure. Et puis, on a une autre invitée qui est André Lachaine et qui accompagne notre conférencière aujourd'hui. Alors, André, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur ta collaboration avec les religieuses de l'Institut avant qu'on commence notre conférence? Oui, certainement. Merci, Mme la maire, de me donner la parole. Alors, mon rôle a été d'accompagner justement les sœurs de l'Institut Jeanne d'Arc. Merci de me céder la parole. Alors, merci. Effectivement, mon rôle a été d'accompagner les sœurs de l'Institut Jeanne d'Arc dans un processus qui était déjà amorcé, celui de vendre leur dernière maison et de déménager dans un endroit qui correspondait à leurs valeurs. Alors, entre autres, je devais faire l'inventaire des artefacts de Mère Marie Thomas d'Aquin et de la communauté et assister aux rencontres lors des démarches auprès du Muséoparc de Vanier pour sauvegarder les objets jugés patrimoniaux de Mère fondatrice et de la congrégation. Alors, j'ai eu deux grands privilèges pendant toutes les dernières années. C'était justement de répertorier les artefacts de Mère Marie Thomas d'Aquin et ceux de la congrégation. C'est à travers ces objets que j'ai manipulé, j'ai découvert une grande dame de cœur et d'esprit, à l'esprit vif et sensible et d'une grande générosité. Les reconnaissances qu'elle a reçues confirment qu'elle a joué un grand rôle dans la société d'Ottawa et même en Europe lors qu'elle a organisé le secours aux réfugiés de guerre en Europe. À côtoyer les religieuses et à travers nos conversations et au fil des anecdotes qu'elles m'ont racontées, j'ai saisi la profondeur de leur engagement à faire rayonner la joie, le respect, l'inclusion, l'accueil inconditionnel et surtout être à l'écoute de ceux et celles qui se confiaient à elles. Ayant personnellement fréquenté l'Institut familial de Hall, j'ai appris le savoir-faire, le savoir-vivre, ce qui m'a été utile toute ma vie. Je les en remercie du fond du cœur. De me retrouver aujourd'hui en leur présence me fait en sorte que je grandis à les côtoyer. Merci. Alors, merci André pour ce beau témoignage. Je voulais vous rappeler aussi que le Muséoparc est situé sur le territoire non cédé des nations algonquines et Anishinaabe. Alors, il y a parmi nous, on a eu plus que 130 enregistrements. Alors, vous êtes près de 100 présentement. Alors, c'était très, très populaire. On a des gens qui sont branchés avec nous de l'Espagne, de la Belgique, puis de Kiamika, mon petit village d'où je viens. Si vous ne connaissez pas, c'est triste, là. Je vous invite à aller sur la carte et puis voir où est le petit village de Kiamika. Alors, on a aussi parmi nous deux anciennes, en tout cas que je sache,
deux anciennes résidentes de l'Institut Jeanne d'Arc, Pauline Martin et Brigitte Quintal, qui est la recteure et la rectrice de l'Université des Dominicains. Puis je voudrais saluer aussi Chantal Beauvais, la rectrice de l'Université Saint-Paul. Alors, écoutez, sœur Mère Marie Thomas d'Aquin, qui a été une femme extraordinaire, ça a été une grande visionnaire, une femme de tête, une femme de cœur, une grande poète, une entrepreneur. Et je dis toujours pour sœur Marie Thomas d'Aquin, quand il n'y avait jamais de projet trop petit ou trop grand, elle était toujours là pour aider. Lorsqu'il y avait un besoin, sœur Marie Thomas d'Aquin disait présente et elle rendait le service même sans qu'on lui demande. Alors, pour vous en parler plus longuement, je veux vous présenter la sœur, la directrice, supérieure directrice générale des sœurs de l'Institut de Jeanne d'Arc, qui est avec moi aujourd'hui, sœur Yvette Papillon, qui est devenue une grande amie. Quand je vous ai envoyé l'invitation, je vous ai dit qu'il restait 6 religieuses de 78 ans à 109 ans. J'ai la tristesse de vous annoncer aujourd'hui que sœur Élisabeth, de 109 ans, est décédée en fin de semaine. Alors, je vous demande d'avoir une pensée bien spéciale pour sœur Élisabeth. Alors, sans plus tarder, sœur Yvette, la parole est à vous. Mon micro est ouvert. Nos remerciements au Musée au Parc d'avoir organisé une causerie virtuelle en cette journée internationale des femmes. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Merci encore. Si vous le voulez bien, nous allons faire un tout petit peu d'histoire. Ça, c'est fort. J'ai pas mis. On va commencer par le commencement, les origines de Mère Marie Thomas d'Aquin. Jeanne Lydia Branda est née le 31 août 1877 près de Bordeaux, en France. Elle a un frère de 10 ans, son cadet. Lydia désire se faire religieuse. Ses parents s'y objectent. Quelle belle jeune fille! Leur rêve est un mariage prestigieux pour elle. À 21 ans, Lydia entre au couvent sans l'assentiment de ses parents. Audacieuse et déterminée, n'est-ce pas? Elle se joint aux Sœurs de Saint-Dominique en 1899, une communauté semi-cloîtrée. Vous allez voir le cheminement qu'elle fera pour arriver à la mission qu'elle a fondée à Ottawa. Lydia Branda prend le nom de sœur Marie Thomas d'Aquin, dont c'était la fête hier en passant. Elle aura tout un parcours de vie. Elle enseigne dans les grands pensionnats de Nancy et de Neuilly. En 1904, elle doit quitter son pays pour gagner l'Italie à cause des lois du gouvernement Combe. Mais 2 mois plus tard, ses supérieurs l'envoyèrent en Amérique pour participer à la fondation d'une mission dominicaine dans le Maine. Elle y séjourne une dizaine d'années, toujours comme enseignante. Puis s'éveille en elle un véritable attrait missionnaire, axé sur les gens et la communauté, qui a fini par la conduire à Ottawa après toute une série de péripéties. Alors, je vous en fais grâce parce qu'on serait ici encore ce soir. Ça a été compliqué. Mais cette femme, qui était-elle? Une femme extraordinaire. Madeleine l'a dit tantôt. Alors, elle a eu une vie extraordinaire. Une femme forte et intelligente, courageuse et audacieuse.
Souvenez-vous qu'elle est entrée au couvent sans l'assentiment de ses parents. Mère Marie-Thomas d'Aquin dégageait aussi un charme tout à fait naturel. Artiste, poète, peintre, architecte, professeur de français toute sa vie. Vous avez bien compris, architecte. En 1932, Mère Thomas d'Aquin dessine les plans de ce qui allait devenir la Maison Jeanne d'Arc, au 360 Kenwood, dans le secteur Westboro à Ottawa, et suit les travaux de construction. Il paraît qu'elle est la seule femme au Canada qui ait assumé les fonctions d'architecte sans qualification professionnelle. Cet édifice a été désigné immeuble patrimonial par la Ville d'Ottawa vers 2009 ou 2010. Voilà la maison, à la demande des citoyens pour éviter cette démolition. Bravo, Madame l'entrepreneur. Vous remarquez le style, c'est européen. Les arches, les fenêtres, c'est pierre, limestone et briques. Et le toit, il y a 3 petits lucarnes. Merci. Donc, elle a été entrepreneur, en plus d'être artiste. Mère Marie-Thomas d'Aquin était très douée pour l'écriture, pour la poésie en particulier. Son pseudonyme, Marie-Sylvia. Elle a été la rédactrice de la revue Jeanne d'Arc de 1914 à 1957. Voilà la couverture. Numéro mensuel imaginé pendant toutes ces années. Recueil de poésie publié, il y a le Vers le bien en 1916, Vers le beau 1924, Vers le vrai 1926, Reflet d'eau pâle 1945. Elle était membre de la Société des auteurs canadiens, membre de la Société des poètes canadiens français. Elle en a été la lauréate en 1932. Elle devient officière de l'Académie française en 1927. Reçoit la croix de chevalier de la Légion d'honneur en 1956 de la main de l'ambassadeur Hubert Guérin. L'invitation que vous avez reçue présente Mère Marie-Thomas d'Aquin comme une visionnaire. Écoutons 3 témoignages d'amis nous parler d'elle, de sa personnalité remarquable, de son âme et de son cœur. Ils témoignent de leur relation et de ce qu'elle était pour eux. Dans la biographie de Mère Thomas d'Aquin, marquée du signe de l'accueil, au chapitre 10, intitulé « L'accueil », s'y trouve le témoignage de Youssef Karsh, photographe des célébrités internationales. Il s'exprime ainsi. J'ai rencontré Sœur Marie-Thomas d'Aquin pour la première fois à une fête de Sainte-Jeanne d'Arc. C'était la première religieuse libérée. Une personne avant-gardiste, simple, brillante, compatissante, pas très jolie. Il n'y avait pas de goût. Il est difficile parce qu'on a une très belle photo d'elle jeune, même à cet âge, sans grande apparence. Mais lorsqu'elle parlait, sa figure s'illuminait et on était charmés. Est-ce étrange que d'importantes personnalités viennent à l'Institut Jeanne d'Arc au jour des fêtes? Non, on en repartait ennobli, car cette religieuse, on la vénérait. Sa personnalité remarquable frappait et charmait. Elle révélait une force spirituelle qui ne pouvait émerger que d'une grande intimité avec Dieu.
Je crois que cette photo est à notre chalet qu'on a pu, à la Villa Lorraine, à Saint-Pierre de Wakefield, au Québec, dans le bois. Elle ressemblait à sa sainteté Jean 23. Sans détour, sainte, compatissante, gaie, vive, plus érudite que lui, mais aussi humaine. C'était une sainte. Si j'avais besoin d'intercession, je prierais sur Marie Thomas d'Aquin et ma prière serait exaucée. Elle m'a appris à ne pas haïr. C'était une pionnière du dialogue œcuménique. Consciente de sa mission? Oui, elle l'était. Consciente de sa remarquable personnalité? Non, elle ne l'était pas. Fin de la citation de Yousuf Koch. Au même chapitre, Marie-Rose Turcot du Canadian Women's Press Club témoigne. Mère Marie Thomas d'Aquin a eu un impact formidable dans le milieu du Press Club. Elle a fait tomber les barrières, a fait taire les préjugés, a donné une image vivante de la religieuse. Lors d'un dîner, elle a mis une carte à chaque place disant « Si Saint Paul venait aujourd'hui, il ferait sûrement partie du Women's Press Club. » Fin de la citation. Peut-être savez-vous que Saint Paul était apparemment misogyne. Donc, Mère avait aussi beaucoup d'humour. En mai 1928, ces femmes de lettres honorent Marie-Sylvia en la nommant membre à vie de cette société littéraire. Un dernier témoignage, très court. Rebecca Mathieu, en entrevue avec Marguerite Charon en 1973, disait « Sa bonté était sa plus belle marque de sainteté. » Fin de la citation. Est-ce que je peux commenter la photo ici? Mère est à la porte du 489 Sussex avec son chien Rex qui l'a accompagné pendant de nombreuses années. Parce que Marie Thomas d'Aquin mesurait à peu près 4 pieds. Alors, quand elle allait sur le marché en soirée pour aller chercher les jeunes filles qui n'étaient pas rentrées. Non, excusez-moi. Elle allait enseigner le français à l'école Gig à des adultes. Certains étaient analphabètes et d'autres, c'était des gens qui voulaient faire leur français. Mais surtout, des analphabètes qui apprenaient à lire et à écrire, des adultes à l'école Gig de la rue Murray. Alors, Rex, c'était son garde-corps. Son garde-corps. Okay. Et tout le monde le connaissait. Et je dois vous dire, quand le chien est décédé, voyons, il y a eu un article qui a paru dans le Citizen. Un tout petit article, tout le monde de la Basse-Ville connaissait Rex. OK, intéressant. Il y a un poème qui inspirait beaucoup Mère Thomas d'Aquin. Et vous connaissez maintenant sa passion pour la poésie. Eh bien, la congrégation est née d'un poème, peut-on dire. Elle avait confié à une compagne des premières heures, sœur Marie-Catherine, qu'elle aimait beaucoup le poème « House by the Side of the Road » de Sam Walter Foss, parce que ce poème était le cœur de son intuition apostolique. Il y a une phrase dans ce poème qui revient comme un refrain. « Let me live in a house by the side of the road and be a friend to man. » Soit dit en passant, ce poème est toujours sur YouTube et ça vaut la peine d'aller le lire. Quelle belle attitude! C'est très beau, c'est les sentiments de ce monsieur Foss qui vivait aux mêmes années que Mère.
Je pense qu'il est décédé en 1904. Bon, allez voir ça. Alors, let me live in a house by the side of the road and be a friend to man. En effet, l'amitié est très importante dans l'apostolat d'accueil de la fondatrice et de sa congrégation. Être avec, être une présence à l'autre, bienveillante et attentive. Être avec un ami dans la joie, dans la peine, sans égard des différences, gratuitement et librement, sans espoir de retour. N'est-ce pas là une attitude des plus féminines? La fondation de la congrégation, dans quel contexte? À la demande expresse de l'évêque, Monseigneur Charles-Hugues Gauthier, Mère Marie-Thomas d'Aquin fonde le 7 octobre 1919 la congrégation des Sœurs de l'Institut Jeanne d'Arc, afin d'assurer une continuité de service à une œuvre sociale déjà existante et d'assurer une présence religieuse auprès des jeunes filles. Vous venez de saisir que l'Institut Jeanne d'Arc existait avant nous. On n'a pas choisi les Jeanne d'Arc, mais le nom était donné par l'évêque. En 1919, elle a été réhabilitée, Jeanne d'Arc, dans l'Église et a été déclarée sainte dans ces années-là, comme 600 ans plus tard, après sa mort. Dans la biographie, on y lit. Le 7 octobre 1919, les 8 pionnières ne sont remarquables que par leur fidélité à la mouvance de l'Esprit Saint, qui transforme leur fragilité en roc inébranlable, pierre angulaire d'une nouvelle congrégation. Fin de la citation. Ces femmes, nos sœurs, ont cru en une mission qui dépasse les murs du couvent pour aller au-devant des personnes que l'on sert. Accueil chaleureux et inconditionnel. Vous voyez la sœur Catherine, première rangée, la 4e à droite, celle de droite complètement. L'Institut Jeanne d'Arc, 489 Sussex, entre les rues Clarence et York, a été la maison de famille de Mère Marie-Thomas d'Aquin de 1917 à 1963. Vous voyez le salon des dames, je ne sais pas, parfois il y avait des messieurs avec les jeunes. C'était très ouvert, l'ouverture vraiment, voyons. Une maison accueillante. Accueillante et c'est ça, très accueillante. Cet édifice-là, 489 Sussex, vous le situez, vous voyez la belle porte blanche, symbole de l'accueil et de l'hospitalité. Des milliers de jeunes femmes l'ont franchi entre 1917 et 1989. 72 ans quand même. Au début du siècle, celle-ci quittait la campagne pour la ville afin d'y poursuivre des études ou à la recherche d'un emploi. Dès les origines de l'Institut, le but était d'offrir aux jeunes femmes un logement sûr, une amitié saine et une certaine formation culturelle. Il est à noter que l'Institut Jeanne d'Arc formait les secrétaires des députés et des ministres à la fonction publique fédérale. On y offrait des cours de sténo, dactylo et de bon français, entre autres. Voici une classe de ces années-là, les anciens dactylos. Saviez-vous, qu'est-ce qu'il y a? Ben, je lis des dactylos parce qu'on ne pouvait pas effacer, hein? Il fallait recommencer. Bon, alors. Saviez-vous que les sœurs avaient un bureau de placement à la gare Union, voici sur Saint-Paul, en 1943, qui était chargé de trouver des logements abordables aux jeunes femmes vulnérables
et à des familles déplacées. Puis, on les accompagnait dans la recherche d'un travail. Des amitiés se nouaient, brisant une solitude inévitable. Vous ne trouvez pas que les événements se succèdent aujourd'hui avec la situation en Ukraine, les mamans avec les enfants? Ces services ont contribué à l'évolution de la condition féminine qui a ainsi pris son essor. Au 489 Sussex, de l'activité, il y en avait. Les commencements sont toujours bouillonnants. Il y a de l'énergie. Toutes et tous y ont été chaleureusement accueillis sans distinction de nationalité, de langue, de statut social, de culture et de religion. Jeunes femmes, riches, pauvres, évêques, gouverneurs généraux, premiers ministres, migrants. L'ouverture à tous dans la simplicité et une charité cordiale a toujours caractérisé l'œuvre de la congrégation en dépit des barrières sociales, culturelles, religieuses et linguistiques. N'est-ce pas un charisme assez exceptionnel, surtout au début du 20e siècle? Elle est entourée de gens importants au gouvernement. Je pense qu'il y a la sénatrice Karine Wilson et le chef de la Cour suprême. Je vais en parler un peu plus tard. Excusez-moi, je devance. L'enseignement est une mission complémentaire à la mission d'accueil. Mère Saint-Thomas a enseigné le français toute sa vie, en cours privé. Parmi eux, des élèves de sexe masculin, protestants de surcroît, professionnels, nouveaux députés unilingues du Parlement, etc. Il va sans dire qu'une classe bien pensante de la région a souvent sourcillé. Elle était pointée du doigt, trop avant-gardiste. Oui. Innovatrice, elle l'était. Mère Thomas d'Aquin et Madame Lillian Gould ont ouvert la première classe maternelle à Ottawa. C'est cute, c'est gentil, c'est jeune. Vous me permettez une petite anecdote personnelle. On cherchait la date d'ouverture de la maternelle. Les historiens ont besoin de certitude, de documents officiels. Je pense que c'est dans les 1940, ça ne passait pas. Alors, je me rends aux archives, je vais dans le catalogue et je tombe sur le dossier. Alors, vous vous souvenez de ma question. En quelle année a commencé la maternelle? Je trouve un manuscrit de Mère Saint-Thomas. Le titre est Preschool, started in 1936. J'en ai encore des frissons. C'est comme si elle répondait à ma question. It started in 1936. Je peux vous le montrer. Dites-le pas à personne, je l'ai sorti des archives. Secret. C'est un secret, je vais le remettre où il était. Mais c'est juste pour vous dire comment sœur Mère Thomas d'Aquin était avant-gardiste. Oui. Parce que moi, quand j'allais à l'école, il n'y avait pas de maternelle. Puis je n'allais pas à l'école en 1936. Alors, sœur Thomas d'Aquin a été visionnaire. Puis vous allez nous dire aussi que la formation des dames qui enseignaient. Je vais vous dire tout simplement, oui, la première phrase. Mère Saint-Thomas, en pensant, elle avait enseigné le français toute sa vie, mais elle était parfaite bilingue anglophone. Parce qu'elle avait passé 9 ans aux États-Unis. Elle dit, Mrs. Lillian Gould et Mother St. Thomas Aquinas. Bon, ça, c'est les fondatrices de la maternelle. Mrs. Lillian Gould has taken a course for kindergarten teaching at New York University of Columbia. C'est pas n'importe où. Et je suis allée vérifier sur Google. Ça existe encore.
C'est une université privée avec un campus très grand. And in Ottawa, au Teachers Institute. Elle dit toujours, from the very first year, it was a full success. Teaching in French, non, pardon, teaching of French and English, songs, poems, rhythms, bon, ce qui rejoignait les enfants. Et là, vous avez une belle petite orchestre avec des tambours, etc. Les enfants d'ambassadeurs de Government House de la Princesse Alice sont venus à cette maternelle. Ça, c'est quelque. Ben, j'ai passé une page trop vite, je pense. Non, je pense pas. Merci. J'ai juste comme perdu ma place. Chapitre suivant. Dans les années 20, les sœurs ont enseigné dans des écoles paroissiales et aussi écoles privées aux États-Unis, au Québec et ici à Ottawa. L'école privée de la Maison Jeanne d'Arc a été la première école primaire bilingue. Nous y accueillons des enfants unilingues anglophones et unilingues francophones dans la même classe, mais qui terminaient leur 6e année parfaitement bilingues. Des activités sociales, oui, il y en a eu. C'est un beau groupe de jeunes qu'on nous montre à l'écran. Là où il y avait un besoin, Madeleine, tu l'as dit tout à l'heure, Mère Saint-Thomas d'Aquin y était. Présence et solution. Pendant la guerre, de nouvelles initiatives s'imposent. L'Institut Jeanne d'Arc, toujours à l'avant-garde, fonde une branche de la Société de secours aux réfugiés français d'Angleterre. De 1940 à 1945, la salle de réception que l'on voit à l'écran de l'Institut Jeanne d'Arc devient le centre de l'œuvre du secours aux réfugiés de guerre en Europe. Ce service inspire une centaine de bénévoles d'Ottawa, dont Son Altesse royale, la princesse Alice, qui était une grande amie de Mère Thomas d'Aquin, et qui est sur la photo d'ailleurs à la droite de Mère. Elle était l'épouse du gouverneur général. Ainsi que d'autres villes, dont Vancouver, Edmonton, Prince Albert, Saint-Boniface, Winnipeg, Toronto, Hamilton et Montréal. L'Institut Jeanne d'Arc était le centre d'empaquetage et d'expédition des dons recueillis. Encore une photo qu'on pourrait dire hier, où on a vu aux nouvelles. Oui. Exactement ça, des caisses, des vêtements pour les Ukrainiens qui arrivent en Pologne. Un autre événement qui démontre sa présence aux besoins urgents autour d'elle, un incendie majeur sur la rue Clarence. Le 2 janvier 1957, le feu consume tout dans la rue Clarence jusqu'à la rue Parent, à l'exception de l'Institut Jeanne d'Arc. Les gens affolés se réfugient à l'Institut avec leurs enfants. On les nourrit et les réconforte en attendant que des parents ou des amis viennent à leur secours. Puis le danger devient imminent pour l'Institut. Chacune fait un colis personnel. Les sœurs, les pensionnaires. On prend les vases sacrés et en priant, on attend l'ordre d'évacuer. Le froid est si intense que les pompiers gèlent sur place. Alors, eux aussi se présentent à l'Institut Jeanne d'Arc et les religieuses en oublient leurs craintes. Je vous fais une petite citation ici de la biographie. Ils venaient à nous comme des enfants et les sœurs les soignaient avec bonté
leur servait du café, de la soupe, des sandwichs, et des cigarettes. tout ce qui pouvait les ranimer, Ben, c'est ça. n'est-ce pas? Ils méritaient ça pour travailler si fort. Les magasins Freeman et Kaplan nous envoyèrent 50 paires de mitaines. Dans l'ardeur de l'action, on ne s'apercevait pas que le maire Nelms, avec 3 de ses conseillers, des photographes, des reporters de tous les journaux, les chefs de pompiers, les officiers de police, des messieurs inconnus, tous nous félicitaient, nous remerciaient et nous ne comprenions pas qu'ils puissent être si reconnaissants. C'est vraiment donné gratuitement, sans attendre de retour et dans la joie. Hein? Oui. Pendant ce temps, l'incendie s'apaisait. Le danger était disparu pour notre cher institut. Le lendemain, ce fut pour nous un concert d'applaudissements dans tous les journaux. Fin de la citation. Mère Marie-Thomas d'Aquin est née vraiment pour faire tomber les barrières. Charité qui passe par le cœur, esprit large et universel, quelle vision! On peut qualifier son œuvre d'avant-gardiste. C'est une longue vie. Vous vous demandez peut-être, probablement, quand et dans quelles circonstances Mère Thomas d'Aquin est décédée. Je vais faire juste un petit résumé parce que ça montre encore son ouverture à toutes les nationalités. C'est le 17 mars 1963, en la fête de Saint-Patrick, qu'elle meurt subitement à l'âge de 85 ans et 6 mois, alors qu'elle assiste à un concert donné par une de ses élèves, une Lituanienne, Luba Zuk. Et le concert était organisé par des étudiants de l'Université d'Ottawa, un groupe d'Ukrainiens. Et encore là, quand j'ai lu ça, je suis retournée. Et quelles circonstances, c'est les Ukrainiens qui avaient organisé ce concert. Ah, providentiel, là, je vais peut-être verser quelques larmes, excusez-moi. Luba Zuk jouait une sonate de Beethoven dont les mouvements sont les adieux, l'absence, le retour. Quelle coïncidence. Quelle coïncidence. Mère était dans le hall d'entrée, elle était ressortie de la salle de concert, elle n'était pas bien, elle avait de fortes douleurs au cœur et elle est décédée dans le hall d'entrée. Ce concert avait lieu à la salle académique de l'Université d'Ottawa. Vous comprenez le choc ressenti par les sœurs à l'annonce de ce décès. Elle est morte au travail encore. Oui. Oui. Elle ne s'était pas sentie bien. Elle ne sentit bien pendant la fin de semaine, le samedi. Et elle tenait à assister au concert de cette jeune pianiste qui lui avait envoyé une invitation spéciale lui disant « J'espère que vous serez là ». Elle ne pouvait pas la décevoir. C'est beau. Alors, les visites se sont faites au salon de l'Institut Jeanne d'Arc. Le cortège des religieuses suit le corbillard, les postulantes fermant la marche. Les funérailles ont lieu le 22 mars à la cathédrale Notre-Dame d'Ottawa, vous voyez, qui, comme au jour de la proclamation de la Fondation, se remplit pour un dernier hommage et vibrant hommage. Je dois dire vibrant hommage. Je venais de prendre l'habit. Lorsque Sœur Thomas Oui, d'Aquin et est je commençais ma 2e année de noviciat. Malgré le départ de sa fondatrice, la congrégation continue son œuvre.
En 1989, donc 26 ans après, plus tard, après le décès de mère, en 1989, l'Institut Jeanne d'Arc doit déménager. Vous vous souvenez, il y a 115 pensionnaires des 15 religieuses résidentes. L'édifice demande des réparations majeures demandées par le département des incendies. C'est un déchirement et un deuil. Et il y a eu beaucoup de tensions. On ne voulait pas partir, on voulait rester. Bon, malgré tout ça, on a dû accepter la réalité. Il y avait des dépenses majeures et on n'avait pas ce qu'il fallait pour rénover. En fait, alors ça va trop allonger. On a vendu l'édifice et on est resté à loyer pendant 9 ans. On a vendu à la CCM. Alors, on a planifié un déménagement, une construction d'un édifice pour déménager l'Institut Jeanne d'Arc au 373 avenue Princeton dans le secteur Westboro, un terrain qu'on possédait. On a construit un édifice. Vous avez une photo de la construction avec le Conseil général de 1987. 40 chambres et 4 religieuses, plus un groupe d'employés pour nous assister. Voilà l'effet, la construction terminée. On a vu tantôt tout simplement les marches. Ça a été une grande adaptation pour les religieuses et pour une dizaine de résidentes qui ont suivi. Seulement 10 ou 15 sur 115. Pourquoi? C'était situé trop éloigné du centre-ville, éloigné de l'université, etc. Mais dans les années 90, les demandes nous viennent de plus en plus de différents pays. L'international s'insère. Vous vous souvenez son charisme, le charisme de mère, toute nationalité, religion, etc. En continuant son œuvre, voilà, de différents pays, dont le Japon, la Chine, la Corée, les Philippines, l'Afrique, la Colombie, le Mexique et l'Europe. Une douzaine de nationalités différentes. Nous aussi, on a eu à s'adapter. Oui, j'imagine. On a eu à s'adapter, mais l'ouverture à tous continue de se manifester selon les besoins du temps. Donc, de 1989 à 2006, 17 ans. C'est les événements qui nous conduisent, c'est nos vies et la réalité. En 2006, nous devions vendre la maison Jeanne d'Arc, qui était devenue maison mère, au 360 Kenwood. Alors, on a déménagé les sœurs au 373 Princeton. 14 déménagent le 21 novembre 2006. En accueillant toutes ces sœurs, il fallait diminuer le nombre de chambres pour les dames et les jeunes filles. 5 chambres. Et 5 chambres et toutes les religieuses qui restaient de la communauté. On était une vingtaine, 20 à 25. C'est hier soir seulement que j'ai ajouté cette petite phrase. Qu'est-ce qui se passe? On était passé de 115 pensionnaires à 40 à l'Institut Jeanne d'Arc Princeton pendant, combien je vous ai dit d'années, 16 ans, 17 ans. Et maintenant, 5 chambres. 5 religieuses. 5 chambres pour l'accueil. 5 chambres pour l'accueil et on était quand même une vingtaine de religieuses parce qu'on avait fermé la maison mère. Si le grain de blé tombe en terre et meurt, il porte beaucoup de fruits. Et si on meurt, on laisse un héritage. On laisse un héritage. Tout ce qui a été semé par toutes ces années, on a fêté notre 100 ans de fondation en 2019. La Providence nous a devancés.
Nous avons vendu le 373 Princeton, qui était la dernière propriété, à une agence, un projet social qui s'appelle Cornerstone Housing for Women. Peut-être que vous connaissez, peut-être que non. C'est l'organisme, un projet de justice sociale du diocèse anglican d'Ottawa. Le mot anglican nous ramène aux élèves de Mère Thomas d'Aquin. On ferme la boucle se ferme et... Elle accueillait tout le monde, Elle peu a- importe la Oui, religion. exactement. Et voilà que notre maison qu'on a construite en 1989 passe aux Anglicans. Et c'est une résidence pour femmes, Victime de violence. plutôt des sans-abri, des dames sur la rue qui, allez voir le site, ça vaut la peine. Cornerstone Housing for Women. C'est l'ouverture à tous qui continue. C'est ça. Le 30 novembre 2016, on est déménagé chez les Filles de la Sagesse sur le chemin de Montréal. On a eu un très bel accueil, chaleureux accueil, et nous sommes très fiers d'être là. Alors, on n'est plus que 5 membres de la congrégation. 5 chambres, 5 membres Mais- de congrégation. Oui, C'est ça que je faisais le lien. 115, 45, Mhm. et maintenant on est ailleurs. Mais en 2018, une autre porte s'ouvre et nos relations avec le Muséoparc Vanier se développent. Là aussi, un très bel accueil. À ce moment-là, c'est M. Jean Malavoie qui était le directeur général. Malheureusement, décédé subitement, 1 an après notre exposition ici pour le centenaire. Nous avons établi aussi un fonds de dotation, Mère Marie Thomas d'Aquin, pour assurer l'avenir. Alors, voilà ce que j'avais à vous dire. La causerie de ce jour nous permet d'honorer une femme extraordinaire, Mère Marie Thomas d'Aquin, et aussi toutes les autres femmes qui nous écoutent aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Je veux juste vous dire qu'on va avoir une période de questions. Vous pouvez aller soit dans le clavardage ou lever votre main et puis Annick va diriger les questions. Alors, puis comme sœur, vous pouvez peut-être vous poser la question pourquoi notre amour envers les sœurs de l'Institut Jeanne d'Arc, c'est que nous sommes aussi les récipiendaires des artefacts que vous pouvez voir en arrière de moi. C'est peut-être pas clair, mais on a le bureau de Sœur Thomas d'Aquin. On a toute son histoire. Puis vous voyez en arrière, c'est Marie Thomas d'Aquin et la congrégation des sœurs. Alors, les sœurs de l'Institut Jeanne d'Arc vont toujours être présentes ici, dans Vanier, dans Ottawa, parce que le Muséoparc de Vanier on va leur rendre hommage et peut-être pas être capable de continuer votre mission totalement, partiellement, oui, bien sûr, mais on va s'assurer que la mémoire de Sœur Thomas d'Aquin et des sœurs de l'Institut Jeanne d'Arc demeure d'actualité et vivante. Merci beaucoup. Alors, ça nous fait beaucoup plaisir. Alors, on va passer à la période de questions. Alors, il y a des gens qui ont levé la main déjà, là. Il y a des gens qui ont levé la main? Oui, Père Morin. Je vois pas. Ben, allez-y, Madame Morin. Est-ce qu'on peut mettre le son? Parce que on ne vous entend pas, Madame Morin. OK. Je n'avais pas de questions, mais je veux féliciter ma sœur, sœur Yvette. Nous sommes des sœurs. J'ai bien apprécié son exposé, c'était très intéressant. Et puis, je suis une ancienne étudiante, la dernière de l'école de l'Institut Jeanne d'Arc.
en 1963-64. Et j'ai pris le cours chez les sœurs qui m'ont très, très bien profité pour une carrière dans le bureau comme adjointe administrative. Et c'est grâce aux sœurs de l'Institut Jeanne d'Arc que j'ai eu une belle carrière pas jusqu'à la retraite, mais quand même, oui, dans différents bureaux. Donc, j'ai beaucoup aimé travailler avec les gens et grâce au bon français que j'ai appris chez les sœurs, ça m'a servi toute ma vie. Alors, c'était énormément apprécié l'éducation que j'ai eue chez les sœurs de l'Institut Jeanne d'Arc. Et merci Yvette, c'était bien. Merci beaucoup, Claire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que sinon, je vais en poser une à Sœur Yvette. Sœur Yvette, pourquoi ça s'appelait l'Institut Jeanne d'Arc? Le nom Institut Jeanne d'Arc, vous savez, bon, d'abord, la résidence Institut Jeanne d'Arc a commencé avant nous. C'est un mouvement qui est venu de l'Europe, l'Italie et Montréal. L'Institut Jeanne d'Arc était une branche de la résidence de Montréal. Alors, c'était aussi autour de ces années 19-20 que Jeanne d'Arc a été canonisée. Et c'était une belle patronne pour la jeunesse, avoir de l'audace, de l'écoute. Alors, l'Institut Jeanne d'Arc a été donné le nom par l'évêque d'Ottawa, par exemple. Ce n'était pas l'Institut Jeanne d'Arc à Montréal. Non, c'est à Ottawa. Sœur Thomas d'Aquin aussi suivait, elle avait la Sainte Jeanne d'Arc comme guide spirituel et elle avait beaucoup d'admiration pour cette sainte-là. Et puis, alors, elle a suivi. Alors, c'est une des raisons aussi, ça cadrait bien avec ses croyances et puis ses aspirations. Alors, c'était très beau. Puis aussi, on attend toujours s'il y a des gens qui ont des questions, levez la main, on va prendre vos questions. Je pense que Gisèle, est-ce que tu as une question? Gisèle, et après ça, Des-Neiges Giroux. Alors, Gisèle Richer. On ne t'entend pas, Gisèle. Quand vous avez mentionné que c'était que les gens des petites municipalités envoyaient leurs filles, ma mère, qui venait de Clarence Creek, a été pensionnaire probablement en 1919 ou 1920 avec une de mes tantes et elle avait 14 ans. Et à ce moment-là, elle étudiait pour devenir enseignante à l'école modèle. Et lorsque ma mère parlait de l'Institut Jeanne d'Arc, c'était sa plus grande fierté. Alors, merci à la congrégation. Merci beaucoup. Madame Giroux, Des-Neiges Giroux. Fille de la sagesse. Ah, une fille de la sagesse, OK. Oui. Bon, je m'excuse. Sœur Giroux. Chez nous. On ne vous entend pas, Sœur Giroux. Bon, j'ai commencé par remercier Sœur Yvette pour le beau témoignage qu'elle nous a donné sur sa fondatrice. Ma question est celle-ci. J'ai vu, puis Yvette, tu nous as dit que vous aviez des jeunes filles de différents pays, des groupes internationaux. Oui. Comment avez-vous été connus à travers le monde, puisque vous étiez plutôt situés ici au Canada? Oui. Quand les jeunes arrivaient au Canada, ils allaient à leur ambassade au Canada, à Ottawa. Ils allaient à leur ambassade pour qu'on leur recommande un lieu sûr où habiter et proche de l'université, etc. Alors, beaucoup sont venus comme ça. Mais je pense aussi que les pays, comme par exemple, j'ai un exemple qui me vient, pour apprendre la haute cuisine là, à l'université,
Ben là, ce n'est pas un bon exemple, je l'oublie. Le cordon bleu? Cordon bleu, merci beaucoup. Cordon bleu. Alors, quand les filles faisaient leur inscription puis qui demandaient du logement, ils nous référaient parce qu'on était connus à Ottawa. Alors, souvent, la référence venait soit des universités, soit des ambassades. Et quand elles arrivaient, il y avait déjà quelque chose de planifié. C'était moins insécurisant aussi. Il y en a une jeune qui n'avait pas fait de démarche. Elle est arrivée à l'aéroport, elle avait juste le numéro de téléphone de l'Institut. Puis elle demande, je suis à l'aéroport, est-ce que je peux aller coucher chez vous ce soir? Bien, OK. Alors, on l'a accueillie. On avait une chambre pour 3 semaines. Quelque chose s'est libéré, puis on l'a gardée. Mais elle arrivait de la Malaisie, je pense, à Ottawa, sans place pour coucher le premier soir, juste un numéro de téléphone. Mais souvent par les ambassades aussi. Elles allaient voir leur ambassade à Ottawa, puis l'ambassade nous les référait. Merci beaucoup, Yvette. Bienvenue. Si vous voulez lire un peu sa biographie qui a été écrite par Rita McMurtry, alors marqué du signe de l'accueil, vous pouvez nous envoyer un courriel et puis le livre est 20 $. On a une quantité limitée, mais moi, je l'ai lu, alors c'est extraordinaire. Vous allez voir la bonté. C'est sûr que dans une présentation de 45 minutes, on ne peut pas faire ressortir là, toutes les belles choses qu'elle a fait. Moi, ce qui m'a vraiment touchée, inspirée, surprise aussi, c'est que tous les grands de ce monde qui venaient à Ottawa étaient invités à rencontrer Mère Marie-Thomas d'Aquin. Alors, à ses funérailles, là, tout le monde était là, le premier ministre du Canada, le gouverneur général, l'ambassadeur de France, tout le conseil municipal d'Ottawa, le conseil municipal de Hull, pour démontrer puis pour remercier Sœur Thomas d'Aquin. Elle était une bonne amie de la princesse Alice, mais la princesse Alice, je crois que c'est la tante de la reine Élisabeth. Alors, elle était... C'est parce que son mari était le gouverneur général. Oui, tout à fait. Donc, c'était pendant la guerre, donc elle était à Ottawa. Oui, elle était à Ottawa. Et puis, en tout cas, elle était une bonne amie à Mère Saint-Thomas. Oui, oui, parce que vous voyez tout. Puis aussi, je dois rajouter que le premier ministre du Canada du temps, Mackenzie King, vous savez, Mackenzie King a perdu sa mère, il était célibataire, il a perdu sa mère. Et après, lorsque la Chambre siégeait, il appelait Sœur Thomas d'Aquin tous les soirs. Moi, je dis à Sœur Yvette, en politique, là, on est souvent très isolé et très seul. La seule personne à qui on peut faire totalement confiance, comme disait Jean Chrétien, c'était à son épouse, Aline. Hein? Alors, comme le premier ministre n'avait pas d'épouse, alors il appelait pour des conseils, il appelait Sœur Thomas d'Aquin. Imaginez-vous. Alors, elle avait disons, un rapport privilégié. Elle pouvait influencer ce qui se passait au Canada. Puis on ne le savait pas, mais souvent influencée par les bons conseils de Mère Thomas d'Aquin. Oui, pendant la session, ça. Pendant la session. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des commentaires ou... Bon, alors, Lise, oui, on va prendre vos coordonnées pour vous envoyer un livre. Brigitte Quintal. Brigitte, bonjour, tu as une question. Bonjour. Elle est la rectrice de l'Université des Dominicains. Bonjour, écoutez, Bonjour. de voir Sœur Yvette, ça me rappelle de vieux souvenirs du temps où j'étais moi-même une pensionnaire chez les Sœurs du 118 Empress. Et je me souviens de vous et de votre allergie, mais je n'en parlerai pas là devant tout le monde parce que ça m'avait bien impressionné. Mais je veux juste vous dire l'accueil extraordinaire que, comme jeunes qui arrivaient à Ottawa, nous avions mon souvenir impérissable de Denise Montpetit. Oui. Avec qui on avait, les filles, des grands fous rires. Mon souvenir, je pense, principal de mon séjour chez vous, c'est d'avoir eu tellement de plaisir
une fois, tu sais, on faisait notre ménage dans nos chambres, puis Sœur Denise avait bien ri de moi parce que moi, j'avais gardé la balayeuse pour être sûre de l'avoir la semaine prochaine. Les autres l'apprennent, j'avais gardé ma balayeuse dans ma chambre. Elle dit, tu penses-tu que tu vas la garder encore longtemps? On avait vraiment beaucoup de plaisir. Alors, je vous remercie beaucoup de cet exposé formidable. Je ne connaissais pas votre fondatrice. Je suis très touchée, très contente de vous voir. Et vous m'avez rappelé vraiment de très, très beaux souvenirs. Oh, Fait que merci. un grand merci. Merci. À vous aussi, Madeleine, d'avoir organisé cette rencontre. Moi, ça me fait plaisir. Contente de te revoir. Parce que moi, j'ai tombé en amour avec Mère Marie-Thomas d'Aquin. C'est sa grandeur d'âme, sa générosité. Les religieuses, de toute façon, hein, elles étaient nos femmes d'affaires, hein, nos entrepreneurs, nos femmes d'affaires. Et puis, quand les gouvernements arrivaient, ben, ils les tassaient. Hein. Ils ont dit, bon, ben là, vous êtes en charge des hôpitaux. C'est elles qui ont ouvert nos hôpitaux. Et puis là, on vous tasse. Puis, alors, elles se sont toujours trouvées une œuvre et un bien. En plus petit, mais quand même, on accueille les femmes de la rue, on accueille les femmes violentées, on accueille les femmes qui arrivent d'ailleurs et qui n'ont pas de place pour rester. Je disais à Sœur Yvette, le 489 Sussex, c'était le premier restaurant d'Ottawa parce que les gens venaient à Ottawa, les politiciens ou quoi que ce soit, il n'y avait pas de place pour aller manger. Alors, ils allaient à la salle à dîner des religieuses. Alors, c'était extraordinaire de voir ça. Le personnel de la CACC qui était sur la rue Parent, dans le temps, l'édifice était là, le bureau. Oui. La Conférence des évêques catholiques du Canada. Alors, les gens du bureau venaient dîner chez nous. Puis là, ils disaient, quand est-ce que vous allez faire la tarte aux pommes? Alors, ils demandaient leur menu pour la semaine suivante. Oui, ce n'était pas une nourriture d'institution, c'était vraiment une maison. Et les gens l'appréciaient. René Paré, vous avez une question, René? Oui, pourquoi on ne vous voit pas, vous qui parlez? Moi, on ne me voit pas? C'est parce que non. Ah, bien, je ne comprends pas, là. C'est parce que je ne suis pas au contrôle, alors... Oui. Ben, c'est peut-être dans votre affichage, madame, là, parce que moi, je la vois très bien, madame Meyer. Là. Ben, moi, je vous vois, vous, là, qui venez de parler, mais je vois madame Meyer, je vois seulement la religieuse qui a parlé avant. C'est tout. C'est pas grave. C'est plus important. Non, c'est pas grave. C'est juste que c'est pas si j'aurais aimé ça vous voir. Oui, quand je vous vois. Oui. Ah, là, je vois madame Meyer avec vous. Oui, là, je vous vois tous les deux. Merci. Oui. Merci. D'autres questions, c'était une artiste aussi incroyable. Hein? Alors, les poèmes, elle a gagné des prix extraordinaires dans la poésie. Et puis, alors, elle a été citée dans les journaux anglais de Toronto, le Globe and Mail, et puis c'est les grands journaux de Toronto, lorsqu'elle a gagné ces prix extraordinaires-là. Puis c'était une dame aussi qui avait beaucoup de résilience. Pour moi, c'est le modèle de la résilience, parce que toutes les embûches qu'elle a dû traverser, bien, premièrement, devenir religieuse contre le gré de ses parents. Après ça, obligée de quitter la France pour aller s'expatrier à cause des lois que le gouvernement français avait passées. Puis, c'était des lois anticléricales. Et puis, mais toujours, elle s'ajustait. Puis, c'était son rapport avec le Seigneur. Puis, c'était à travers ses poèmes. Puis, justement, le livre que Rita a écrit, elle a pu suivre son histoire beaucoup à travers des poèmes qu'elle écrivait. Autant dans la peine comme dans la joie, elle écrivait un poème. Elle était extraordinaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, on avait une question de Mme Huguette Labelle. Oui. Je voulais seulement dire que moi, j'ai eu une connexion avec l'Institut parce que mes deux enfants ont fait leur jardin d'enfance sur la rue Sussex à l'Institut. Et ma petite fille a fait son primaire lorsque ma fille est revenue de Costa Rica en poste à l'Institut aussi. Et donc, c'était un peu différent, là, mais c'était vraiment, pour moi, c'était un très bon départ pour les enfants et ma petite fille.
Merci beaucoup. Quand je suis arrivée à Ottawa, les bonnes filles restaient à l'Institut Jeanne d'Arc. Je ne sais pas pourquoi je suis allée habiter là. Je pense que c'est parce que c'était trop loin de l'hôpital Montfort. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Alors, écoutez, on a dépassé juste un petit peu de temps, mais on voulait s'assurer de vous donner l'opportunité de poser toutes vos questions. Je vous remercie d'avoir participé. C'est une première au Muséoparc. Ce ne sera pas la dernière, mais on pensait qu'aujourd'hui, commencer la célébration de la Journée des femmes avec Marie-Thomas Daquin, c'était parce que vous êtes toutes des femmes d'exception. Vous êtes des femmes fortes, des femmes de carrière. Et alors, elle a été notre modèle. Qui serons-nous? Qu'est-ce qui nous serait arrivé, nous, les femmes canadiennes, françaises, puis anglaises aussi, si on n'avait pas eu les religieuses qui nous ont ouvert le chemin? Alors, moi, je vais terminer un petit peu avec quelques citations de Jean-Raymond Saint-Cyr lorsque Mère Marie-Thomas Daquin est décédée. Alors, il dit « Une page d'histoire a été laissée entrouverte. Une grande dame est passée dans nos murs. » Et il parle de ce qu'elle a accompli, puis il termine en disant « Une grande dame est passée, laissant la porte entrouverte pour que sa mission continue. » Alors, je suis persuadée que votre mission continue, mais je peux vous assurer que le musée va toujours garder les sœurs de l'Institut Jeanne d'Arc vivantes et hommage à Mère Marie-Thomas Daquin. Alors, merci pour votre participation. Ce fut très agréable. Et si vous voulez avoir le livre, on vous le fera parvenir. Envoyez un courriel au Muséoparc et ça nous fera plaisir. Alors, merci, bonne fin de journée et bonne fête à vous toutes. Merci, Madame Meyer, à vous aussi. aux Puis hommes. merci beaucoup pour avoir fait cette présentation-là. Continuez, c'est très intéressant. Ça nous Merci fait connaître beaucoup. l'histoire. Merci. Merci. Merci à Merci, Monseigneur. Brigitte. Oui. Monseigneur Bonjour, Saint-Hubert. Oui, on aime vraiment Plaisir. ça. Monseigneur Berniquet, Monseigneur Oui. Pendergast, Monseigneur Pendergast. Berniquet. Alors, merci. il y aurait eu Walter Vogel. Oui, bonjour, Père Vogel. Père Vogel, En Belgique, qui est oui. en Belgique. Dis merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à Yannick. C'était Merci. excellent, merci. Yannick, Merci beaucoup. Il nous a toutes Merci trouvé beaucoup. des belles photos. Alors, merci Yannick aussi. Merci Annick. Merci à toute l'équipe du Muséoparc de m'avoir appuyé, là, assisté dans cet exercice-là. C'est un groupe extraordinaire, un groupe d'employés extraordinaire. Ici, on est une belle grande famille. Merci. Continuez. Bonne journée. Merveilleux. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.